Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran, un numéro WhatsApp, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et puis on va jouer ici sur YouTube. Aujourd'hui, on va écouter 10 histoires mystiques venant de WhatsApp. Vous savez, sur WhatsApp, les gens sont un peu plus libres, dégagés. Vu que là, tu ne vois pas le nom, tu ne vois pas la photo, tu ne vois rien. C'est quelqu'un qui raconte carrément l'histoire en anonymat. Ce qu'on fait est vous sensibiliser. Donc, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et s'il y a une histoire que tu connais, genre quelqu'un raconte une histoire et tu connais l'histoire, tu peux appuyer en commentaire. Oui, je connais l'histoire, c'est passé ici, c'est passé là-bas. Ou alors, si une histoire t'a marqué, tu peux en commentaire dire, ok, histoire numéro 4, c'est mieux de faire comme ça, comme ça. Donne ton point de vue en commentaire. Et dis-nous d'où tu regardes la vidéo, c'est important. Donc, on va commencer directement avec la première histoire. Et likez la vidéo, s'il vous plaît. Likez. Et donc, on passe à la première histoire. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bonsoir DMG. J'ai 18 ans, je reviens tout droit du Gabon. Je ne vais pas trop donner de détails sur mon prénom. De m'excuser. Je tiens vraiment à raconter mon histoire pour sensibiliser les jeunes comme moi. De vraiment s'attacher à la parole, surtout les jeunes orphelins comme moi. Parce que je suis orpheline de père et de mère. Et tout a commencé en 2020, quand j'ai perdu ma maman. Déjà qu'elle n'est pas morte de façon naturelle. Et ça a été vraiment la catastrophe pour moi. Ça a été la goutte d'eau qui a débordé le vase. Donc quand elle est partie, désolée, quand elle est partie, j'ai essayé de mettre fin à ma vie, mais Dieu n'a pas permis cela. J'ai eu aussi la chance d'être encadrée et entourée par de bonnes personnes qui sont d'une famille chrétienne. Donc j'ai évolué dans ça, j'ai connu le Seigneur, j'ai accepté Dieu. Et dès lors que j'ai commencé à accepter de ma vie, ça a été, mais bien avant, ça a été le calvaire. Bien avant qu'on enterre maman, je vais pas tout raconter, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Donc bien avant qu'on enterre maman, vu que régulièrement, elle se réincarnait en moi pour passer un message du genre que oui, là où je suis, ils ont fait ça pour travailler avec mon esprit, je suis fatiguée, etc. Mais je suis toujours là, beaucoup de choses qu'elle racontait. Mais après quelques temps, elle ne restait pas en place. C'est comme quelqu'un, encore un esprit qui se cherchait, qui se cherche toujours, quoi. Donc, bien avant qu'on enterre, une amie m'invite à l'église. Et comme c'était la période Covid, donc les églises n'étaient pas encore ouvertes, c'était genre des cellules à la maison. Donc elle m'invite, je pars à l'église, à la cellule. Maintenant comme j'étais aussi accompagnée d'une amie qui venait me soutenir, mais elle n'avait pas averti à ses parents qu'elle venait m'accompagner. Donc cette jeune, on arrive à l'église, tout et tout. Peut-être 2 heures après, c'est là où elle m'appelle pour me disant que moi je vais partir parce que j'ai pas averti à maman que je venais ici. J'ai dit ok, pas de souci, donc on va partir ensemble. Du coup, quand on se lève pour partir, l'assemblée, vous partez déjà? Je dis que oui, non, pas. Quand je vais mettre le pied dehors, c'est comme s'il y avait une force qui me ramenait à l'intérieur. Et je tiens à rappeler que pendant le culte, je voyais déjà maman. Mais je me suis dit, bon, c'est mon imagination, c'est pas possible en fait. Comme j'ai expérimenté déjà ces choses, mais je n'y croyais pas encore. Mais après, quand la prophétesse s'est approchée de moi, elle m'a touchée, elle m'a dit non, elle vient à peine de perdre sa maman et les liens qui sont encore là, les liens spirituels, etc. Et la maman encore, elle se cherche, etc. C'est une femme petit corps, elle a défini la même manière que j'ai vu ma mère, c'est la même manière qu'elle a décrite. C'est comme ça qu'elle m'a fait asseoir, elle m'a dit, il faut arrêter de beaucoup marcher, il faut faire attention à un homme. Et bizarrement, je connaissais de qui elle parlait parce qu'il s'agit de mon grand-père, on va dire le mari de ma grand-mère parce qu'il m'a vu grandir. Cet homme-là, on va dire que c'est un vieillard vraiment très malin, très dangereux surtout, très 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 dangereux. Pourquoi? Parce que bien qu'il a eu un enfant avec ma grand-mère, il essaie de sortir avec tous les enfants de ma grand-mère et y compris moi, sa petite fille, parce que ça a commencé à l'âge de 12 ans, il commençait à me faire les attouchements, à me proposer de sortir avec lui. Mais tout ça, je n'ai jamais dit ça à ma grand-mère parce qu'elle nous croira. En fait, c'est comme si
Bon, pas comme si je sais qu'elle ne le fait pas exprès, mais elle ne va jamais croire. Donc, du coup, le temps passe. Cet homme-là a décidé qu'il va me faire la galère. Comme je n'ai plus de père et de mère, ce sont eux qui sont responsables de moi. Il a décidé que je serai dans sa secte. Comme c'est un homme vraiment... Avant, il avait vraiment des relations et tout. Maintenant, il a eu sa retraite. Mais comme la retraite n'a pas suffi, il s'est associé avec des grands types. Il travaille avec une société en ce moment et ils ont un projet en commun. Et donc, pour que ce projet puisse produire, il va falloir donner le sang. Ça s'est passé l'année dernière. Et Dieu merci, je rends grâce à Dieu parce que c'est là où maman est venue. Vers 1h du matin, je veillais avec les autres. On dormait au salon. Et eux, ils dormaient, les grands-parents, ils dormaient dans la chambre. C'est là où, quand j'essaie de dormir, je vois ma mère. Mais du coup, je me dis non, c'est pas possible en fait. C'est impossible. C'est là où je ferme les yeux pour dormir. Elle me dit non, tu ne vas pas dormir. Je dis comment ça? J'ouvre les yeux. Je dis qu'est-ce qui se passe? C'est encore dans mon imagination. Je me couche. Elle me dit non, s'il te plaît, prête-moi ton corps. S'il te plaît, j'ai envie de passer un message. J'ai dit en fait, je ne pouvais pas y croire. C'est comme ça que j'ai crié. À 1h du matin, j'ai crié au secours, mamie à l'aide. Il y a maman qui est là, elle ne veut pas me laisser dormir. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Quand j'ai profité à crier, c'est là où ma grand-mère est sortie et c'est là où ma mère a profité, elle est rentrée en moi. Et je vous assure que c'est une expérience que j'ai déjà vécue, mais là, c'était 2 fois pire. Parce qu'on aurait dit qu'elle était vraiment en colère. Quand elle est rentrée en moi, j'étais paralysée. Je n'arrivais plus à bouger. En fait, je n'avais plus le contrôle de moi-même, en fait. Elle a parlé, elle a dit, elle n'est pas d'accord sur ce qu'ils sont en train de me faire. Parce que, en fait, normalement, le message était pour ma grand-mère. Ma grand-mère ne comprend rien, en fait. Elle ne veut même pas chercher à comprendre. Elle a expliqué que, voilà, l'enfant ici ne se sent pas bien. Pourquoi vous faites ça, mon enfant? C'est pas parce que je suis morte que vous allez faire du n'importe quoi à mon enfant, comme je suis sa première fille. Mais il y a 2 autres qui me suivent. Mais les 2 autres, on n'a pas le même père. Donc, les 2 autres sont chez leur père et moi. Comme mon père est mort, je suis avec mes grands-parents. Donc, elle a beaucoup parlé là. De 1h, je vous assure, à 6h du matin, elle a fait tout un tapage. Elle était vraiment en colère. C'est à 6h du matin que j'ai pu trouver le sommeil. Et à 12h, quand je me réveille, elle recommence encore. Et quand elle a recommencé, ils ont dit non, comme ça, on ne va pas s'en sortir. C'est comme ça, ils m'ont soulevée parce que vraiment, j'arrivais plus à avoir le contrôle de mes membres. J'avais une masse qui me transperçait le corps. Ils m'ont soulevée, ils m'ont emmenée chez un papa. Ce papa-là, quand on arrive, sa femme dit, mais il y a sa mère qui est sur l'enfant, mais elle est vraiment fâchée, vraiment très fâchée. Et là, elle compte pas partir tout de suite là. Et c'est vraiment très dangereux pour l'enfant. C'est comme ça, ils m'ont fait entrer dans le temple. Dans le temple, nous tous on est rentrés. Mon grand-père, ma grand-mère, moi-même, tout le monde est rentré. Mes frères, mes tantes sont rentrés. C'est comme ça. Maman étant en moi, elle a dit non. Je veux que tout le monde sorte. Je veux juste rester. Et le papa là, et moi. Ils ont dit que non, on veut écouter aussi ce qu'elle a dit. Elle a dit non, sortez. Et ça a été ma grâce. Je crois que si elle n'était pas venue, mais Dieu sait faire ces choses, si elle n'était pas venue, je crois que je ne serais même pas en train de faire cet audio. Elle a dit sortez, ils sont sortis. Elle a parlé avec le papa. Elle a dit toi-même tu sais que cet homme-là il est dangereux. Donc mon grand-père, tu sais qu'il est très dangereux. Je sais ce qu'il veut faire à mon enfant. Il a dit oui, je sais. Il a dit, c'est là où le papa a dit que oui, je sais, parce qu'il a même prévu ta fille comme projet de la nouvelle année. C'est-à-dire que pour que son projet fonctionne avec les grands types avec qui il travaille, pour que son projet fonctionne, c'est ta fille qu'il a donné comme sacrifice. Mais, gloire à Dieu, Dieu n'a pas permis cela. C'est comme ça, il a parlé à un moment que laisse d'abord l'enfant est fatigué, sort d'abord, comme ça, je te rassure que tout va aller pour le mieux. Elle est sortie. J'ai maintenant conversé avec le papa. Je dis, je vois un gros serpent qui veut m'avaler dans mon sommeil. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Il me dit, c'est lui le gros serpent en question. Mais je savais, je voulais juste lui donner l'information pour qu'il puisse me... Il me dit, non, c'est lui.
Ok, mais malgré ça, malgré qu'on partait chez le Baba là sur les traitements, je continuais toujours dans la prière, je continuais toujours dans la prière. Voilà, je fais un rêve là où des policiers veulent me fusiller. Je suis maintenant en train de me cacher. C'est là où une maman policière, elle vient, elle me dit, toi tu fais quoi là? Je dis, ah, je ne sais pas où me cacher parce qu'on essaie de me tuer. Elle me dit, ah, fuis avant que je ne te tue. Fuis. Je ferme les yeux. Quand j'ouvre, tu dois plus être là. Échappe-toi. Quand je m'échappe, je vois mon grand-père qui converse avec d'autres policiers et qui dit à ces policiers-là, vous êtes incompétents, vous êtes incapables. Depuis que je vous envoie attraper cette fille, tuer cette fille, vous n'arrivez pas. Et j'ai demandé à quelqu'un, j'ai expliqué à quelqu'un le rêve que je partais à l'église, j'ai demandé à quelqu'un de m'expliquer mon rêve. Il m'a dit, mais c'est effectivement le rêve, il est clair. La personne qui t'a sorti de ces griffes, c'est ta mère. Et les policiers là, ce sont les esprits qui l'envoient pour t'attaquer. Mais malheureusement, depuis qu'il envoie ces esprits t'attaquer, ça ne fonctionne pas. Et je rends gloire à Dieu. Et c'est un combat que je vis toujours. Parce que dernièrement, je fais un rêve là où il y avait des fourmis manières sur on va dire, devant ma porte. J'ai pas trop compris. Quand je me suis réveillée, j'ai prié en fait. Et quand j'ai prié, j'ai demandé à quelqu'un de m'expliquer mon rêve. Il m'a dit, les fourmis, c'est déjà une très mauvaise chose. Parce que chez nous, ici au Gabon, on dit que les fourmis mania, c'est le bombaïeno qui est le serpent. Et ce serpent, ce même serpent depuis là qui essaie de m'avaler, mais qui ne m'a pas encore avalé. Et il ne le fera jamais parce que je prie un Dieu vivant. Et je sais que ce Dieu est capable de tout et il est au-dessus de tout. Donc, c'est ce combat-là que je suis en train de vivre. Et en ce moment, je vis avec eux. Mais je peux vous assurer que je vis des expériences terribles. Tu vas rester dans la maison, tu ressens une chaleur, mais tout de suite, tu vas voir ces glacis, mais après, regarde la chaleur qui vient, une chaleur bizarre. Et nous, en fait, j'ai un don que Dieu m'a donné, c'est de détecter, en fait, j'arrive à voir des choses. Et quand je suis là, je peux savoir que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui est bien, c'est que les gens qui vivent aussi avec moi le détectent aussi facilement. Et c'est comme ça, vu que mon grand-père et ma grand-mère, eux, ils ne vivent pas ici sur place, ils vivent au village. C'est comme ça que quand lui il vient payer la maison, il dit, vous savez pas que moi je vous surveille, etc. On se regarde, moi et ma tante, et il dit, vous ne ressentez pas souvent la chaleur, c'est moi qui suis là. Mais au fond, nous, on est déjà informés. Mais je rends grâce à Dieu et je rendrai toujours grâce à Dieu parce que il m'a toujours préservé. Voilà pourquoi je vais parler aux jeunes orphelins. Ne vous abandonnez pas dans la drogue, ne vous abandonnez pas dans la prostitution, des choses éphémères, mais de donner votre vie à Dieu et toujours persévérer dans ça. Parce que Dieu, là je n'ai pas raconté tout, j'ai juste raconté une petite partie. Et mon combat n'est pas terminé. Je le sais. Parce que depuis, il ne cesse encore de vouloir m'attaquer. Mais Dieu est là. Et il sera toujours là. En tout cas, c'est un peu ça, DMG. Si ça peut toucher les cœurs de quelques personnes. Merci beaucoup pour l'histoire. Pour une jeune fille de 18 ans, je pense que tu as bien narré l'histoire. Donc, merci de liker la vidéo. Apportez vos conseils en commentaire. Et surtout, dites-nous de vous regarder la vidéo. Continue le travail que tu fais à l'image, voir les conseils, comment liker la vidéo. Il faut cliquer sur le X et partir. Il y aura une vidéo qui va être faite pour ça, pour expliquer comment faire pour liker la vidéo pour ceux qui ne savent pas. Donc, merci. On va passer à la deuxième histoire. Deuxième histoire. Quand on vous dit qu'il y a des fous qui ne sont pas fous naturellement, se dit même que les fous naturellement, c'est bizarre. Il y a toujours un truc qui s'est passé. Donc, allons-y. Bonjour DMG. Je vais encore partager une autre histoire. L'histoire de l'argent qu'on dit qu'on ramasse, on meurt et tout. Ça, c'est une histoire qui date même de début. Moi, j'avais toujours un principe dans ma vie. Je ne ramasse jamais l'argent. Je dis jamais. J'avais certains de mes camarades, on marche comme ça. Je vois un billet de 2000. Je dis,
voilà 2000 au sol. Elle dit que, et tu ne ramasses pas? Je dis non, moi je ne ramasse pas l'argent parce que chez nous au village, ma grand-mère a hébergé un fou. En fait, c'était l'enfant de sa camarade qui était devenu fou. Sa camarade étant décédée, elle ne pouvant pas, étant liée de l'humain d'amitié avec sa camarade, là, quand son enfant devient fou, elle voit que non, elle ne peut pas donc abandonner l'enfant. C'est comme ça qu'elle prend donc le fou là et elle fait de ça son enfant. Donc, quand il partait, il tournait, Elle il fait de savait lui, qu'il elle fait venait de lui son dormir chez enfant. ma grand-mère. Donc, du coup, quand on partait souvent en vacances là-bas, un jour, il nous dit que est-ce que je vous ai déjà... Parce que c'était un fou comment. Il avait perdu la tête, mais il pouvait te conter sa vie, comment il était avant, comment sa copine et tout. Donc, il avait toujours ça en mémoire, ce qu'il faisait. Et c'était vraiment ce que ma grand-mère dit que oui, c'est comme ça. Il faisait ça. Donc, elle approuvait que oui, c'est comme ça. Donc, mais il était fou, il ne se lavait pas. Il pouvait faire 1 an, il ne se lave pas, il marche, il parle seul. Il fait des trucs, en fait, un fou. C'est comme ça qu'il demande que je vous ai même un jour raconté comment je suis devenu fou. Il sait qu'il est fou. On dit Joseph, tu ne l'as jamais dit. Il dit que j'avais un grand atelier de... on appelle ça quoi là? Les ateliers on répare les télévisions là. Il réparait les télévisions. Je parle comme ça il dit c'est comme ça dans les années 1990. Mais donc ça fait au moins 30 ans, ou plus de 30 ans aujourd'hui. Donc, il dit qu'il avait son atelier là-bas, il avait fréquenté, il avait fait les études, il a pu ouvrir un atelier, réparer les télévisions, il vendait aussi les télévisions. C'est comme ça qu'un matin, il y a une moto qui est passée, il ouvrait son atelier, il y a une moto qui est passée en vive allure. Quand la moto passe, après il voit un billet de 10 000 à l'époque, ça fait pap, pap, ça tombe. Quand ça tombe, il regarde, il voit que la moto... Donc, il a sous-entendu que bon, c'est certainement l'agent que le motoman là en fait a peut-être laissé a égaré. Du coup il prend l'argent, il met à côté, il dit que bon, si il vient réclamer, je vais lui remettre. Il est resté 1, 2, 3 jours, une semaine, il venait pas réclamer. Il a dit il va utiliser cet argent. C'est comme ça qu'il est parti acheter le matériel pour faire son travail dans son atelier. Comme il n'a même pas encore fini de faire les courses, il dit que sa folie a commencé. J'ai dit bon Joseph, il dit que ne ramassez jamais l'argent en haut. Que c'est comme ça que sa folie a commencé. Quand ça a commencé, on l'a mené au village. Arrivé au village, le traitant qu'il avait soigné, qui a pu le soigner, avait dit que la condition, c'est que tu ne vas plus jamais rentrer ce doigt-là. Jamais. Parce que dès lors que tu vas traverser le pont du Fourie, ta folie va recommencer. Donc, c'est toute la condition. Si tu veux garder, tu veux être normal toute ta vie, ne pas plus jamais à Douala jusqu'à nouvel ordre. C'est comme ça, il reste 1, 2, 3 mois au village. Après, presque 1 an, il dit que non. Il ne peut pas rester au village sans rien faire. Ce qu'il va faire, il va aller porter son atelier en fait, prendre ses choses et venir au village donc, pour exercer ce qu'il faisait à Douala. Le marabout lui a dissuadé, fatigué, que non, laisse. Le moment viendra, tu vas partir. Il dit non, il va seulement partir. Il était encore dans le bus. Dès que la voiture a traversé le pont de Voie, sa folie a encore recommencé. C'est comme ça qu'il a erré dans la ville de Douala. Parce que quand ça a commencé, il ne savait même plus où il partait. Il ne savait même plus ce qu'il partait chercher sur Douala. C'est comme ça qu'il a erré jusqu'à... On a donné les nouvelles que le voilà qui est devenu fou. On l'a encore porté. Avec un peu plus de temps. Hein. Ça a un peu pris du temps. Avant qu'on le retrouve sur Douala. Je ne sais pas exactement combien de temps. On a récupéré. On l'a mené au village. Arrivé au village, malheureusement pour lui, le traitant qu'il avait soigné là était décédé. Et comme il était décédé là, j'ai dit, ils sont partis partout, même chez les Pygmées. On a dit qu'on ne peut plus rien pour lui. C'est comme ça qu'il est calé fou. Quand il parle, il dit que lui, il devait être quelqu'un aujourd'hui. Il nous dit ça. Donc, et ça fait dans mon cerveau un blocage dans mon cerveau que même si je vois même 10 millions au sol, je ne ramasse pas. Quand je disais toujours aux gens que moi, je ne ramasse pas l'argent, on disait que je vais me prendre, je fais le semblant. Voilà qu'aujourd'hui, on me donne raison. Avec tout ce qu'on voit dehors, un enfant ramasse la pièce de 500, il meurt. Et l'autre
Je dis aujourd'hui, mais quand je dis aux gens que je vous avais dit que je ramassais pas l'argent, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Avec l'argent qu'on ramasse, tu ne sais pas sa provenance. Tu ne connais pas sa provenance. Donc, faisons attention. Même sensibilisons nos enfants, nos gens. Parce qu'il y a toujours les gens qui disent qu'avec le foirage aujourd'hui, là, je ne peux pas voir l'argent, je ne ramasse pas. Je dis qu'il y a d'autres qui s'entêtent aujourd'hui. Et moi, je ris que gnoc gnoc. Donc, faites attention. Ouais, maman, tu ris seulement que gnoc gnoc. Toi, hey, tu passes ta route, tu ris gnoc gnoc, tu passes. Merci beaucoup pour l'histoire. Et voilà, encore les histoires de ramasser l'argent à terre là. J'espère que vous comprenez. Donc, on passe à la troisième histoire, mais avant, hein, pardon, likez la vidéo. Pardon, tout ce qu'on vous demande. Likez la vidéo, s'il vous plaît, et partagez. Il y a des gens qui sont déjà, qui ont déjà ça dans le cerveau que dès qu'ils regardent la vidéo, ils like d'abord. Merci beaucoup à vous, c'est vous qui donnez la force au mouvement. Il y a tellement de personnes que je vois tout le temps. Moi, je like d'abord avant de regarder. Merci, ça m'encourage beaucoup. Donc, troisième histoire. La famille DMJ, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Courte histoire de deux amis que je veux vous raconter. Fais confiance. Il y avait des amis. Ce sont aussi nos camarades en fait. Ils galéraient ensemble. Mais les deux étaient plus collés. Voilà l'autre qui décide, qui dit que même si c'est dans la sorcellerie, lui il va aller entrer. On ne sait pas où. On ne sait pas par où il a commencé. Il a voyagé pour le Nigeria. Après, ça a fait 3 ans, 4 ans. Le gars était revenu. Il avait ça, il avait le jet. Il a l'argent jusqu'à c'était pas bon. C'est comme ça qu'il a acheté la maison. On a ramené les voitures. Bon, toutes les bonnes choses. On a fait la piscine. Et il a repris son ami de galère. Il dit à son ami que ça c'est ma maison. Toutes les voitures que tu vois ici c'est pour moi. Donc tu peux utiliser toutes les voitures là comme tu veux. Si tu as le problème d'argent, tu me demandes, je te donne. Le gars dit ok. Le gars aussi, l'ami d'un riche, c'est un riche. Il a commencé aussi à utiliser. Chaque fois il voyage, il revient. Il voyage, il revient. Son ami a tout. Voilà, un jour, il décide de dire à son ami que bon, comme c'est comme ça, montre-moi aussi comment on pêche. Parce qu'elle ne me donne pas souvent. Son ami lui dit non. Mon argent que tu vois là, tu peux manger ça comme tu veux. Ça ne va rien te faire. Mais la manière que moi je pêche, c'est pas bon. Le gars insistait que oh, on est des amis, si ça ne te tue pas, warararara, oh. Le gars dit ok, va, tu reviens jeudi. Le gars revient jeudi. Son ami lui dit encore que gars, ce que tu veux faire là, il faut aller réfléchir encore. Va encore réfléchir 1 semaine, tu reviens. Le gars est parti toujours 1 semaine, il revient, il dit qu'il est prêt. On dit ok. Son ami qui a l'argent a sorti son arme chargée. Il y avait le gars dehors, le gars était entré, tous les armes étaient chargées. On lui a dit que prends ce qui est dans l'assiette là, tu manges. Quand le gars a ouvert, c'est le pénis avec le testicule qui était dedans. Si tu ne manges pas, on te tue parce que tu connais déjà le secret. C'est comme ça que le gars a fini de chop ça. Lui aussi, il est devenu riche. Mais à chaque fois qu'il faut chop ça, il s'ennuie en fait. C'est comme ça qu'il a parlé le secret et puis on l'a tué finalement, il est mort. Voilà. Je vous laisse dire ce que vous pensez en commentaire. Je pense qu'à la place de il s'ennuie là, c'est peut-être un autre truc qu'il voulait dire, genre peut-être la mal, peut-être il a des remords. Mais bon, quand on vous demande les longs yeux là, quelqu'un a son argent, je sais pas, tu ne connais pas la provenance, il te dit carrément que mange seulement. Là tu dis que tu veux être... C'est vrai, c'est mieux de savoir comment pêcher que de toujours recevoir le poisson, c'est vrai. Mais ça c'est quand le business est légit.
quand c'est un business réglo. Tu vois quelqu'un, il ne travaille rien de sérieux, bien il te tourne, il te demande comment tu as le cœur. Déjà, tu te mets en cause. Après, il te demande, gars, tu fais quoi dans la vie? Tu me demandes que tu as le cœur. Il n'est pas le cœur, tonton, pardon. Je n'ai pas le cœur. J'ai essayé ça une fois. On portait les... Il voit mon ami. Le gars dit qu'il faisait quand je cherchais encore le travail. Le gars là faisait la ligne de Man, du côté du sud là-bas. Il partait porter les billes de bois. Transporter ça de la forêt à la route pour que la voiture puisse porter. Ah, il me dit là-bas ça paye, hein. Tu portes comme ça là, une latte comme ça là, c'est 1500 par latte. Il dit, eh, allons-y, fais quoi ici là? Je porte mon argent. J'arrive là-bas. Je prends mes 500 francs. J'arrive là-bas. Arrivé, on a fait dans la forêt, on traverse les marécages. Viens voir donc la latte là. Et que même deux, j'ai porté un truc comme ça, j'ai mal, j'étais essoufflé pour 1500. Arrivé là où il y a la voiture, il te pose là maintenant, on me sert d'abord un bon plat de nourriture de 1000 francs. Après, Dieu se montre là, comme tu vois là, non. Je rentre sur le boulot, va. Tu es fou. Tu veux tuer qui? Donc, chacun a son. Et le plus souvent, les gars là, il y en a qui font des remèdes pour pouvoir porter ils portent même 3. Là, tu es là, même one te dépasse normalement. Alors que lui a fait les remèdes, il porte sa part. Donc, je sais pas si tu connais pas la provenance de l'âme de quelqu'un, laisse dans son couloir, pardon. Donc, c'est un peu ça. On passe à la 4e histoire. Merci de liker la vidéo, partager. Les gens qui veulent toujours. Est-ce que toi et moi on est amis? Est-ce que je veux faire le même business? Tu peux me demander en attendant, tu peux m'orienter dans un business qui va avec ce que je veux vraiment faire dans la vie. On n'a pas obligé de faire la même chose. Donc, allons-y. Bonjour DMG. En fait, j'aimerais vraiment que vos abonnés vous m'aidez à comprendre une situation en fait que je vis. Je suis en couple avec un militaire et actuellement je suis chez lui pour les congés. Je suis étudiante. Voilà, il a une voisine. La dame en question, c'est un pasteur. Une dame de la cinquantaine, voire soixantaine. C'est un pasteur, voilà. En fait, j'ai un mauvais pressentiment par rapport à la dame. Parce que je me suis rendu compte que la dame en question, elle me mentait en fait. Elle me racontait des choses et je me rendais compte que c'était pas exactement ça. Un jour dans les causeries, elle me dit que voilà, mon copain en question lui a dit qu'il voulait un enfant. Mais elle me dit qu'au nom de Jésus, je ne vais pas avoir un enfant maintenant, c'est qu'elle lui a répondu. En riant, je dis donc amen en riant. Et le soir, je lui demande donc, en fait, donc c'est vrai que tu veux vraiment un enfant et tout, j'ai appris que tu voulais un enfant maintenant et tout. Il me dit, bon, comment ça? Je dis que bon, c'est le pasteur qui m'a dit. Il me dit non, je n'ai pas parlé de ça avec elle, je peux pas m'asseoir et parler d'un tel sujet avec elle. Je dis tiens, voilà, c'est bizarre. Et là dans les causeries, je dis donc que c'est nous d'abord c'est quel pasteur qui nous a jamais conseillé, elle nous a jamais fait asseoir pour nous parler de mariage ou d'un truc comme ça, genre bizarrement c'est un pasteur et elle ne nous conseille pas vraiment, mais elle essaye de s'initier d'une façon un peu étrange. Bon, l'histoire est passée et tout, on n'a pas trop géré, on est passé dessus. Voilà, un jour, elle me dit, elle prépare la nourriture. Comme je prépare toujours, je lui envoie sa part. Dès que je finis de faire la cuisine, je lui envoie son repas. Et après, donc, un jour, elle me dit, voilà, elle a fait le gombo et il faut que je mange. Elle va à l'église, elle revient. Je dis donc d'accord. Là, elle est sortie, elle est allée à l'église, elle a laissé la nourriture. Ce jour-là, j'avais préparé aussi, j'avais fait le poisson. Donc je n'ai pas pensé à manger ça même. J'avais même oublié que je devais manger son repas. Et dès qu'elle est sortie pour aller à l'église, elle n'est plus rentrée dans la cuisine, vu que c'est une cuisine commune qu'on utilise avec elle. La maison est un peu petite et ça n'a pas d'espace cuisine. Dès qu'elle rentre de l'église, avant qu'elle n'arrive chez elle, avant même qu'elle n'entre même dans la cuisine, elle se fâche, elle commence à bavarder, elle gronde. Elle me dit pourquoi tu manges pas ma nourriture? C'est la 3e fois que je fais la nourriture. C'est la 3e fois. J'ai cuisiné 1 fois, tu n'as pas mangé. J'ai cuisiné 2 fois, tu n'as pas mangé. Et la 3e fois encore, tu refuses de manger. Il faut vraiment que tu manges la nourriture. Là, moi, je n'aime pas ça. Quand je mange ta nourriture, c'est pas parce que
je n'ai pas la nourriture, mais je n'ai pas les mains, mais il faut vraiment que tu manges. Mais je dis, mais je suis vraiment désolée, je me suis excusée là sur le coup. J'ai dit, bon, peut-être elle a peut-être raison, mais j'ai trouvé ça bizarre. Je dis donc à mon gars après que, voilà, elle n'est pas entrée dans la cuisine depuis. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle a su que je n'avais pas mangé sa nourriture? Il me dit, ça c'est vrai. Il dit que non, la femme si est bizarre, il faut qu'on commence une prière. On va prier à partir de 1h du matin et on va voir un peu. Parce que là, vraiment, ce n'est pas clair. Je commence à avoir des doutes. Il me dit d'accord. C'était le mercredi. C'était le mardi ou le mercredi, je ne me rappelle plus trop. Et c'est là qu'on prie ce jour-là. C'était le même jour que j'avais fait le poisson. Le lendemain matin, elle entre dans la cuisine. Elle fait la cuisine, elle fait la cuisine, elle fait la cuisine. Et en faisant la cuisine, je me rends compte qu'elle a fait la même chose que j'avais fait la veille, le même repas. Elle avait fait le même repas et elle est venue me donner la nourriture. J'ai dit non, je ne dois pas avoir peur et il faut peut-être que je mange, il ne faut pas que je juge bizarrement la dame. Il faut que je mange sa nourriture. Là, je prie sur la nourriture et je commence à manger. Dès que je prends une bouchée, quelqu'un arrive là. Quelqu'un que je n'avais même pas prévu voir, il arrive, il s'assoit, il commence à manger. J'ai dit, tiens, peut-être que la nourriture, si je ne devais vraiment pas manger ça. Le jour-là, elle était tellement gênée. Elle était tellement gênée. J'ai pas trop prêté attention par rapport à ça. Je suis restée, j'ai dit, bon, peut-être c'était pas pour ça qu'elle était si gênée. Le lendemain matin, très tôt, donc c'est-à-dire aujourd'hui, parce que c'était hier, elle vient me trouver avec le même repas et avec un pain en main. Je lui dis donc que un pain emballé. Elle me dit mange. Je dis tu as fait comment pour acheter le pain? Elle dit que non, le pain là a dormi et elle a acheté un autre pain, elle va manger. Ça ne suffit pas, je complète, mais il faut que je mange. J'ai donc dit je ne peux pas manger. Donc j'ai seulement dit dans mon cœur que hier je voulais manger et un truc m'a empêché de manger. Il ne faut pas que je mange. Maintenant j'aimerais savoir si vraiment je suis en train de délirer ou bien si vraiment cette dame n'est pas claire. Parce que parfois on se réveille, on trouve des pièces de monnaie devant la porte. Des pièces de monnaie devant la porte. Et elle essaie de nous mélanger en fait. Et mon gars en question, il ne veut que faire des mauvais rêves. Je ne comprends pas, s'il vous plaît, aidez-moi à comprendre mieux cette situation. Merci. Voilà, en commentaire, si vous comprenez la situation, expliquez à la demoiselle, parce que vraiment, si c'est moi, c'est que moi j'ai arrêté de manger, ou bien j'ai arrêté de causer avec toi. C'est-à-dire que je vois les trucs comme ça là. Mais moi, ma question c'est, j'espère que tes parents sont au courant que tu vis chez un monsieur, un militaire, que ce ne soit pas les trucs qu'on fait au quartier, on fuit la maison, ou bien les parents sont au courant que tu es à Yaoundé, à l'université, pourtant tu es chez tonton. J'espère en tout cas. C'est pas, si je ne te pose pas la question là, bien sûr, c'est que je serais peut-être un mauvais grand frère. Donc, on passe à la 5e histoire. S'il vous plaît, likez la vidéo. Cinquième histoire. Bonsoir, c'est Madame Yao de la Côte d'Ivoire. L'histoire que je veux vous raconter, c'est l'histoire d'une petite de mon quartier. Une belle petite fille qui avait de 15 à 16 ans. Voilà. La petite, elle avait des amis qui étaient brouteurs. Voilà, qui étaient brouteurs. Elle est tellement belle, elle est vraiment très belle. La petite est vraiment belle, franchement. Donc, les amis brouteurs qu'elle avait, les gars brouteurs, les amis qu'elle avait, eux, ils sortaient tous les soirs parce qu'ils avaient les parents qui n'étaient pas aussi compliqués que ça, voilà. Donc, une fois, la petite, elle a compris qu'elle ne peut pas sortir, ça l'empêche. Ses amis qui l'invitent, on va partir, il y a un nouveau gars aujourd'hui, il va te faire travailler, mais on ne te voit pas, quand on te dit de venir. Elle dit, mais mon papa, il est sévère, mon papa ne veut pas que je sorte.
Donc, les autres qui étaient autour d'elle disent, ah, mais ton papa, il est trop sévère. Souvent, nous, on veut aller dans les bons plans avec toi. On n'arrive pas à te joindre. On n'arrive pas à t'appeler, tout ça. Tout ça. La porte est fermée à 19h chez vous. Tout ça, ça nous arrange pas. Mais toi, pourtant, quand tu es avec nous, on reçoit beaucoup de biens sur la table. On reçoit de bons gars sur la table. Donc, faut essayer de voir le cas de ton papa. Faut le droguer souvent. Faut le faire ça. Donc, elle donnait des idées à la petite. Pour pouvoir manipuler son papa, pour pouvoir sortir. Donc, elle a commencé à droguer son papa jusqu'à... Son papa, il était quelque chose aussi. Il ne pouvait pas dormir facilement comme ça. Donc, ça empêchait la petite. Donc, il y a une parmi elles, les amis, qui ont dit, ah, mais ton papa, il est trop sévère. Il faut le tuer maintenant parce que nous, on ne peut plus. Parce que nous, on veut s'amuser. La vie, là, ça nous appartient. Donc, il faut faire quelque chose et puis nous, on va avancer. Donc, la petite aussi, elle a commencé, il y a une qui a dit, ah, mets médicament de souris dans le verre de ton papa. Quand il va t'envoyer de prendre l'eau, bien ton thé, qu'il va boire, tout ça, mets le médicament de souris. Mais quand le papa boit le médicament de souris, même, il devient plus gueux qu'avant. Il est encore bien en forme plus qu'avant. Voilà, donc, ses camarades lui ont dit, ah, nous, on connaît un marabout. Le marabout va faire ton travail. Que si le marabout fait ton travail, franchement, ça va marcher. Et la petite fille a trouvé que c'était une très bonne idée. Elle est allée derrière le marabout. Ils ont donné un médicament à son papa. Là, il est resté, il est mort. Quand le papa est mort maintenant, la maman n'a pas trop d'influence sur les enfants. Elle a beaucoup d'enfants. Elle va gérer qui et puis elle va laisser l'autre. Donc, elle est plus captivée sur les plus petits. Donc, du coup, ceux qui étaient un peu, qui avaient qui étaient l'âge d'avoir un peu, qui étaient un peu libres, pour pouvoir s'en sortir eux-mêmes là, elle les laissait. Donc, la petite maintenant, le jour du funérail de son papa, même j'ai oublié la partie. Le jour du funérail de son papa, les cortèges de brouteurs, on a un point fini. Mais c'était devenu comme une soirée de boucantiers et de boucantières. Les travaillements, l'argent, travaillement sur la petite. Elle a bien accompli sa mission. Donc les gens sont venus à gogo travailler sur la petite, lui donner de l'argent. Quand ils lui ont donné l'argent, quand la veille s'est terminée, elle a pu être libre maintenant. Ah! La petite maintenant, elle a commencé à rentrer maintenant dans de grands coins maintenant. Elle fait le broutage elle-même. Elle-même, elle coupe les blancs. Elle fait de ça même son travail personnel. Elle a commencé à voir que ça marche. Donc maintenant, elle a commencé à s'engager maintenant dans le truc. Elle s'est mise à fond. Là, maintenant, elle ne se limitait pas au petit marabout. Elle partait maintenant voir les féticheurs. Les hommes même là, qui étaient très dangereux. Jusqu'à... Elle est partie tomber sur une dame. La dame là, elle c'est le las. Elle, quand elle fait ton travaillement, à 100% ça marche. Donc elle est allée tomber sur la vieille. La vieille a fait ses trucs sur elle. Elle dit, ma petite, tu as de l'avenir. Mais ce qui était bizarre, la petite, elle n'arrivait plus à dormir dans la maison. Pourquoi? Comment? On n'a jamais su. Mais quand même, quand elle veut dormir, elle dort dans la voiture. Elle a acheté une voiture. C'est dans la voiture qu'elle dort. Mais dans la maison, elle n'arrive plus à dormir. Matin, elle dort, mais le soir, elle ne peut pas rentrer dans la voiture. Elle est obligée de payer bien, de faire des shows, d'organiser des shows à un point fini avec ses amis. Mais les gens ne sont pas habitués à cette vie-là. D'autres sont fatigués aussi. Donc, d'autres restaient chez eux. Mais elle, tout le temps partie. Jusqu'à ce qu'un jour, elle explique à sa copine que vraiment, voilà, sa copine, qu'elle expliquait, sa copine ne savait pas. Là où venait son succès, là où l'argent quittait, tout ça, elle ne savait pas. Elle lui a dit, moi là, je n'arrive pas à dormir dans ma maison, mais c'est dans la voiture que j'arrive à mieux dormir. Comment? Ah, voilà l'histoire. Elle a commencé à avouer, elle a commencé à dire à sa camarade. Donc, sa camarade, bon, c'est les petites filles, elles ont la tête en l'air, donc elles ne savent même pas de quoi parle le test. Donc, elles sont en train de se dire que c'est une bonne idée. D'autres se disent, ah, mais comment tu as fait? C'était facile. Bon, elles ne comprennent pas. Jusqu'à la petite, maintenant, elle vient nous raconter l'histoire. Et puis maintenant, là, il y a un monsieur qui la croise maintenant dans un carrefour. Hein? Il la croise au carrefour, il dit à la petite comme ça, ah, ma petite,
tu me plais. Moi, je vais pas, je couche pas avec les femmes, mais tu vas venir te toucher, te caresser jusqu'à ce que tu éjacules. Et puis moi, je te donne 150 000 francs. Et puis la petite a dit, mais ça c'est un petit problème, il n'y a pas de problème, allons. Donc il dit, non, laisse-moi ton contact, puis moi je t'appelle. Il n'y a pas de problème, papa. Donc le jour, elle est venue pour qu'il puisse partir. Il a appelé pour qu'il puisse partir. Pour aller maintenant, le monsieur maintenant, il a dit à la petite, faut aller faire le travail. La petite est remontée sur le lit. C'est là que le monsieur a dit, vas-y. Quand le monsieur a dit, vas-y, elle a commencé son travail. Elle a fini, le monsieur lui a dit, d'accord, tu as fini, tu as bien fait, j'ai bien aimé, merci. Mais voilà l'argent qui est là. Mais cet argent-là, si tu as trouvé ses pas dans l'enveloppe, si tu as trouvé tête de mort, ce que tu trouves dans l'argent, c'est ton problème. Mais moi, en tout cas, voilà l'argent qui est là. Et puis le monsieur a donné d'où il est parti. Donc elle allait voir la guérisseuse, la dame en question, pour lui expliquer le problème. La dame dit non, il n'y a rien. Que le monsieur, il a voulu tester ta foi, il n'y a rien. Donc il faut prendre l'argent, c'est l'argent même qui est dedans, il faut prendre. Puis il faut partir. Elle a ouvert l'enveloppe, elle a vu que c'était l'argent, elle est partie. Donc le monsieur en question est devenu son bon vieux père maintenant. Quand il a besoin de faire des trucs, il appelle la petite et puis ils s'en vont gérer. Jusqu'à ce que la petite, en tout cas, elle est devenue bizarre, elle ne s'est plus retrouvée. Elle ne s'est pas retrouvée. Le monsieur en question, on ne sait pas pourquoi elle est venue dans la vie de la petite. Mais la petite ne s'est plus retrouvée jusqu'à elle a quitté le quartier. Là, on n'a plus de ses nouvelles. Si elle est décédée, si elle vit, mais on ne sait plus. Donc, j'aimerais dire aujourd'hui aux jeunes filles, n'aimez pas la vie facile. La vie facile, là, ça emmène à la mort. La vie facile est très dangereuse. Parce qu'en voulant avoir tout un coup, en voulant avoir tout, chap, comme on le dit en Côte d'Ivoire chez nous ici, on risque de vite mourir. Parce que c'est vrai, tu es belle. Tu as tout ce qui peut plaire à un homme. Mais la mort fait plus mal que tout. Ça veut dire que la mort, on ne sait pas où on va. Qu'est-ce qui se passe dans la mort? C'est vrai que nous tous, on va mourir. On fait bien, on fait du mal. On va mourir nous tous. Mais j'aimerais dire à mes soeurs là, de faire très attention. Le dehors est très noir. Le dehors est très profond. Le dehors que vous voyez, mes soeurs, est très, très dangereux. Gardez-vous. Gardez-vous. Chaque homme a une femme. Chaque femme a un homme. Mais si tu te préserves, tu te gardes toi-même, tu pries ton Dieu, ça ira. Mais aujourd'hui, là, les filles ont tendance à se laisser, se donner facilement à cause de l'argent. J'écoute beaucoup vos histoires, mais les histoires sont vraiment touchantes. J'ai beaucoup d'histoires à raconter, mais je vais m'arrêter sur ça aujourd'hui. Parce que, vraiment, chez nous, il y a une rue qu'on appelle la rue Princesse. Il y a encore, ici, aux deux plateaux. Quand tu vas à zone 4 billetterie, mais ça fait honte, ça fait pitié. Des enfants, des bébés, des petites filles. Mais c'est déplorable. C'est déplorable. Ça donne froid dans le dos. Hein? Elles ne sont même pas encore formées. Les os même sont encore mous comme ça. Mous. Mais ce qu'elles peuvent te faire, ce qu'elles peuvent te dire, ce qu'elles peuvent te... Non, c'est trop dangereux. Il y a beaucoup d'enfants. Parmi vous, j'ai mes enfants. Parmi vous, j'ai mes soeurs. Parmi vous, j'ai mes tantes, même mes mamans. Je vous demande pardon. Faites à cause de Dieu. Gardez-vous. D'autres viennent avec leurs démons. D'autres aussi viennent avec leurs mauvais esprits. Tu ne sais pas. Tu te dis que c'est 15 minutes, pardon, 15 secondes, 10 secondes, 3 secondes, 4 secondes, puis c'est fini. Non. Avec le monde spirituel, il n'y a pas de chap, hein. C'est de là.
C'est de là à là. Là où il a éjaculé en toi, là, c'est qu'il vient de te sucer, il vient de faire ça sur toi, là. Il t'a gâté comme ça pour toujours. Je vous demande pardon à cause de Dieu. Gardez-vous. Gardez-vous. C'est mon message de ce soir. Merci, messieurs. Merci, mesdames. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman, pour les conseils. C'est important ce que tu viens de dire là. Et j'espère que mes frères, mes soeurs, mes tantes, mes mamans ainsi, mes papas vont comprendre le truc. C'est pas seulement écouter les histoires, mais c'est aussi les mettre en pratique. C'est-à-dire que éviter le danger au maximum. La plus grosse ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Plus souvent, il se cache dans la foule pour faire comme tout le monde. Oh, il est là pour piller, pour détruire. Et c'est comme ça. Donc, on va passer à la 6e histoire. 6e histoire. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez un like. Likez la vidéo. Likez la vidéo. Avant ça, DMJ, mon histoire, elle est un peu courte. C'est un truc qui m'était arrivé il y a cela, je crois, 2 ans. J'étais en train d'aller ouvrir mon kiosque d'Orange Money. Et puis, je portais un t-shirt du deuil de ma petite nièce. Donc, elle était dans la 12e, la 15e d'années comme ça. En allant donc ouvrir mon kiosque, j'aperçois un gars venir vers moi. Il passait par là, il vendait des boucles d'oreilles et tout. Il me voit, il s'arrête, bonjour, toute souriante. Je réponds bonjour. Moi, je croyais que c'était un potentiel client, mais il me dit, c'est qui sur ton t-shirt là? Elle ressemble beaucoup à ma soeur. Je dis, ah bon, il me dit, oui, je suis perdu ma soeur, toute jeune comme ça. Elle était rentrée des classes. Elle est allée avec son petit ami, où il sortait, où il partait, où je sais plus trop. Et puis, ils ont eu un accident de moto. Elle est morte sur le coup. Du coup, quand je la vois vraiment, je dis, ah, oh, désolé. Ma nièce, elle c'était une maladie. Elle est morte suite d'une maladie. Il dit, ok. Après, on a commencé à parler de tout et rien. Je ne sais même pas par quel moment on a commencé à parler. Il me fait comprendre qu'il est, ou c'est Magne, ou c'est quoi. Enfin, il est triplé. Il me dit qu'il est docteur. Il est venu à Yaoundé en stage. Et puis, il y a comme quoi une cérémonie chez eux. Lui ne voulait pas rester à la maison. Il a décidé de prendre les boucles de sa mère et d'essayer de se balader avec pour vendre et l'aider. Parce qu'il y a trop de monde à la maison. Lui n'aime pas rester là où il y a les gens. Il est là, le fils d'un colonel. Il reste là quelque part vers Biyé-Massi, un quartier de Yaoundé. Que je pourrais souvent passer là-bas. Bref, on a un peu sympathisé pendant longtemps. Après, il me fait comprendre que non, toi-même, tu vas accoucher des jumelles. Ça sera 2 filles. Une va beaucoup te déranger. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il me dit que non, tu es man et je vois ça. Je t'ai dit que je suis jumeau, non. Que je suis triplée. Enfin, derrière toi, tu ne vois pas que depuis qu'on cause là, les enfants ne font que passer derrière toi. Pourquoi les enfants ne passent pas derrière moi? Ah, il commence à me parler des choses. Après, il me dit que bon, il faut que j'aille. Mais je voudrais qu'on se voit le soir à 18h vers Biyé-Massi, là où je travaille. Il me disait qu'il était en stage à l'hôpital de Biyé-Massi. Je dis, se voir. Il me dit, oui, mais ne pense pas que c'est pour te draguer. Non, loin de là, c'est pas pour te draguer. Il dit, ok, oh. Je prends son numéro, je dis, je vais lui faire signe quand je vais fermer. Je dis que ce soir-là, j'ai fermé très, très rapidement, très vite, parce que la curiosité me rongeait déjà. Je ferme vite, je monte à la maison, je dis à maman que j'arrive. J'ai pris, je crois que c'était combien, 300 ou 400, enfin j'ai pris juste l'argent de moto. Je dis j'arrive. Elle me dit tu pars au poisson, c'est du que non, j'arrive vite là au carrefour. Je ne lui avais pas dit où je partais. Arrivé donc, c'était la période où le Covid venait juste de faire surface là. Donc c'était la période du Covid, dont on disait qu'on ne salue pas les gens par les mains et tout. Je partais, je disais seulement dans mon cœur, je priais quoi, comme Seigneur Dieu, protège-moi aussi en train d'aller, je ne connais pas qui c'est, je ne sais pas de quoi il veut me parler. La curiosité, oh, je pars. Finalement, on se voit, il me demande de l'attendre quelque part à une totale là, qui était aux alentours. Je dis ok. Maintenant, je me dis, il ne faut pas que je reste à un point précis où on pourra facilement me voir. Les choses que je vois souvent dans les films, là, tu dis que tu es à tel endroit et on envoie quelqu'un, dès que tu vas voir la personne qui est à tel endroit,
tue-le directement. Donc, je suis allée me mettre là, il y avait les motomènes là. J'ai attendu là, peut-être pendant 5 minutes. Après, je vois un gars venir, les mains dans les poches, il vient. Il me tend la main, il veut me saluer. Je sais pas, juste comme ça, j'ai dit, ah, tu ne sais pas que c'est la période du Covid, on ne salue plus, on ne serre plus les mains. On ne serre plus les mains. J'ai fait un code, je l'ai taponné. Il me dit, pourquoi tu veux pas me saluer? Ça fait quoi Covid? Je dis non. Ah, bref, j'ai fait comme si, juste comme ça, tout naturellement que non, je veux pas saluer. Après, il s'est avéré que le gars me dit, c'est bon, on a commencé à marcher jusqu'à l'hôpital de Biémassi. Il fait comprendre que non, tu vois, il me montre une fenêtre ouverte là. Tu vois cette fenêtre ouverte là, c'est mon bureau qui est de l'autre côté. Mais je ne veux pas aller là-bas parce que on va me déranger, qu'on va me voir avec toi, on va dire que je ne fais pas le travail et tout. Tu vois le véhicule qui est là. Donc le gars commence à me montrer des trucs seulement comme ça, il pointe des trucs du doigt. Il me fait comprendre que non, c'est pour lui, c'est son bureau et tout. Mais qu'il ne veut pas me recevoir là-bas parce que ça serait un peu trop compliqué. J'ai dit ok. Déjà, quand il a commencé comme ça, mon cœur était en train de m'alerter que ma soeur, ce que tu es venue chercher là, pardon, rentre chez toi. On marche un peu, on arrive à un petit carrefour, un petit virage là. Ils me disent, bon, ce que je voulais te dire que, tu vois, quand on était en train de causer là-bas en journée, je ne faisais que regarder au niveau de ton sexe. J'ai dit, Kéké, tu regardais qu'au niveau de mon sexe. Il dit, c'est parce que j'ai vu quelque chose là-bas. Tu as vu quoi? Il me dit, j'ai vu un truc qu'un gars avait mis dans toi, dans tes fesses, à travers les rapports sexuels, que tout gars avec lequel tu auras des rapports va être sucé. Il va être retiré, il sera retiré de son énergie. Je suis restée comme ça, les yeux grandement ouverts. Je l'ai regardé, la bouche ouverte, peut-être pendant même 3 minutes, je le regardais. Il parlait. Non, il faut que je t'enlève ça. Vraiment, parce que si on ne fait pas ça aujourd'hui, c'était peut-être environ de 19 à 20 heures. Si on ne le fait pas aujourd'hui, tant pis pour toi. Vraiment, on ne pourra plus le refaire. Je dis, qui? Il me dit que oui, rappelle-toi, tu avais entretenu les rapports non protégés avec un gars. Tu voulais qu'il se protège, mais lui, il a refusé. Rappelle-toi bien. Rappelle-toi, tu connais. Ah, me voici alors dans mes souvenirs, mes vastes Seigneur. Moi, je vais me rappeler de quel gars qui a fait ça. Mais je suis là, je réfléchis. Après, je tombe sur un gars, je dis oui. Il me dit, voilà, c'est lui. Je dis quoi? Le gars là m'a fait ça. Il me dit qu'il faut qu'on enlève ça là tout de suite. Et en me racontant cette histoire-là, il y avait un lampadaire là au carrefour, ça s'est éteint. Boum. Et puis un oiseau est passé. Il me dit, tu vois l'oiseau là, non? C'est le gars là qui est là. Il sait que je suis en train de te dire et tout. Donc ça, on ne le fait pas aujourd'hui, non? Tu vas seulement calaver la chose là sur toi ou dans toi. Il me dit qu'on peut prendre, il y a un petit couloir là, allons, le couloir où c'est sombre là, on passe. Ça ne va pas durer, je vais seulement retirer et je te montre. Et je saignais ce jour-là. Je dis, allons faire, qu'on pas fait quoi dans le noir? Tu peux me retirer quoi dans les fesses? Ok, j'accepte tout ce que tu me dis, à condition qu'on le fasse dans ton bureau à l'hôpital. Il me dit que non, c'est pas possible de le faire à l'hôpital. Je dis pourquoi? Il me dit qu'il ne faudrait pas que tu repasses dans le même endroit là. Je dis que mais je saurais comment faire ça à l'hôpital, à tel endroit, et je ne vais plus aller. Il me dit que non, il ne peut pas, parce que c'est son lieu de service et tout. Il faut qu'il fasse ça dans un endroit neutre. Je dis que tu vas me faire ça ou comment? Après, ce n'est plus ça, c'est que il y a un stade juste en face. Allons même dans le stade là, je t'enlève ça là-bas. Tu m'enlèves quoi dans les fesses, Seigneur Jésus? Les choses que j'entends souvent. Je ne répondais même plus. Il me dit que il y a une femme qui va mourir, il y a l'une de tes tantes paternelles qui va mourir. Mais c'était ma tante maternelle qui était morte. Et puis, il y a les maladies. Tu as 3 maladies. Tu as le VIH, tu as l'hépatite, ou c'est quoi là, et le chlamydia. J'ai dit, ah bon, comme tu es docteur, pardon, courons faire les examens, là, il faut que je confirme aussi. Il me dit que, je te dis que si la journée s'y passe, tant pis pour toi. Bon, on a tourné là, j'étais en train de chercher un moyen. Comment partir? Je dis que bon, de toutes les façons, ce que tu viens de m'annoncer comme nouvelle là, mon ami, pardon, ça me choque beaucoup. Laisse-moi le temps d'aller réfléchir à la musique. Il me dit que non, si tu as même peur du stade ou le couloir là, allons, il y a un auberge là à Mendon que je connais. Je vais seulement donner les noms des quartiers là, parce que il me dit à Mendon. On va m'enlever quoi à l'auberge? Je dis que tous les scénarios m'ont traversé l'esprit, que les histoires que j'entends souvent, donc voilà alors ça qui va m'arriver comme ça là. Je vais me débarrasser du gars, c'est comment? Et puis, fin de fin, je lui ai dit que papa, moi je pars. Il me dit que tu as combien sur toi? Je n'avais que 200. Il me dit qu'on peut prendre, bon, 200 ne va pas nous amener à mon dos. Donc il était en train de faire les programmes, comment on va prendre le taxi ensemble et partir. Dès que j'ai vu une moto, j'ai stoppé, j'ai dit 100 francs. Je pars, j'ai donné ma destination.
Il me dit que tu pars comment, tu pars. Bon, il insistait trop, je suis montée sur la moto. Avant de monter sur la moto, il voulait encore me serrer la main. J'ai fait comme s'il n'avait même pas vu. Je suis directement montée sur la moto, nous sommes partis. Et dès que je suis arrivée à la maison, j'ai raconté ça à ma mère. Elle m'a regardée comme une sorcière. Que donc, j'arrive que tu me disais là, c'était pour aller faire des choses comme ça. C'était pour aller faire des choses comme ça là. Vous n'entendez pas ce qui se passe ici dehors. Vous n'entendez pas. Donc, et comme il y a une histoire que j'ai entendue, une femme qui était allée truquer son argent à la banque et directement dès qu'elle a fini de truquer, il y a un gars qui s'est présenté, je sais pas comme quoi il a hypnotisé, je sais pas par quel moyen. Donc je lui ai dit que il faut aussi faire attention avec l'histoire de serrer les mains des inconnus, serrer les mains des gens parce que à travers ça aussi beaucoup de choses se passent. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé, je sais pas, mais je sais que j'ai échappé belle à un très gros sort le jour là. Et après, j'ai bloqué le gars. Je m'étais lavé avec l'eau bénite le soir là. J'ai fait le chapelet. J'ai prié pour que je dorme alors. C'était la guerre. Donc, je me dis que parce que je n'ai pas salué ce gars que j'ai prié avant de partir, vraiment, Dieu m'a vraiment épargné d'un truc vraiment que... Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Et je vous laisse dire ce que vous pensez en commentaire. Moi, mon commentaire, je vous réserve. On passe à la 7e histoire. Merci de liker la vidéo, s'il vous plaît. Likez la vidéo. 7e histoire. Bonjour, bonjour. Mbolo à tous. Vous allez bien, j'espère. Aujourd'hui, je viens vous raconter 2 histoires en une. Comme elles sont très courtes, donc voilà, je vais mélanger ça comme ça pour faire au moins 7 à 8 minutes. Donc voilà, je vais commencer par la première histoire. C'est l'histoire de une jeune dame que je connaissais, une grande. On vivait dans le même quartier. Donc, bon, en fait, c'était une grande que je connaissais de vue et que j'admirais beaucoup. C'était à base de « Bonjour la grande, bonsoir la grande ». Le genre que quand tu vois, c'est « Aïe, oh, mon Dieu, si je pouvais te ressembler ». Vraiment, elle était bien, en fait, je l'admirais. Donc, elle avait sa bonne petite vie tranquille. C'était pas une crève la faim. Elle n'était pas riche aussi. Elle était au milieu, s'il faut dire. Maintenant, c'est comme ça. Un jour, je sortais et à ma sortie, comme elle habitait à ma sortie. Donc, en sortant, je l'avais vue là en plein déménagement. Donc, ça chargeait les trucs dans un grand camion et tout, des déménageurs. C'est comme ça. Je m'arrête et tout. Ah, mais la grande, tu déménages comme ça, même pas dire au revoir aux autres. Là, c'est pour quel quartier? Quand elle me sort le nom du quartier, c'est un quartier des riches. Là-bas, il n'y a que les riches qui habitent là-bas. Là-bas, même les domestiques roulent leur voiture. Je sens que, ah, la grande, elle a percé. Donc, on est là et tout le temps passe. Les années. Donc, la go, elle était déjà dans ses hauts forts. C'est comme ça, un jour, tout ça, les années étaient déjà passées. Un jour maintenant, elle arrive dans un grand supermarché en plein centre-ville pour faire ses courses tout naturellement. Donc elle arrive au parking, elle gare. Elle descend, elle prend un chariot, elle entre dans le magasin. Elle est là, elle fait ses courses. C'est comme ça que quand elle ressort du magasin avec son chariot plein, elle remarque une foule qui est entourée sa voiture. Donc, gens comme des curieux, des gens qui sont là en train de regarder. Donc, tout de suite, elle avait compris. Elle a d'abord abandonné les courses. Donc, elle est arrivée là à la hâte. Quand elle arrive comme ça, là, donc, c'était carrément, non. En fait, un spectacle, quoi. C'était à base que, qu'est-ce que tu me fais, chérie? Qu'est-ce qui te prend? Ça, c'est quelle honte que tu me fais comme ça, là? Je suis juste allée faire les courses. Je te dis qu'attends-moi, j'arrive. Toi aussi, ne me fais pas ça. Monte, on va rentrer à la maison. Donc le chéri en question, il a ouvert la portière. Le chéri en question qui monte, c'est un gros serpent. Genre presque anaconda, quoi. Un gros serpent. Et lui aussi, il grimpe là. Il remonte dans la voiture. Donc quand elle avait garé là, il était resté à descendre derrière. Donc il avait attendu la go qui durait. Comme c'était une fin du mois, il y avait la queue, il y avait... plusieurs d'autres clients. Voilà, comme c'est le mari jaloux pour se manifester, comment il avait fait. Donc, il descend du véhicule là, il se met en spectacle. Donc, c'est ça qui avait attiré maintenant la foule.
qui était restée maintenant là. Donc, elle a démarré sa voiture. Comme ça, dès que le serpent l'est monté, elle a démarré la voiture, elle est partie. Les gens qui étaient là sont restés seulement stupéfaits, dépassés, étonnés. Donc, c'est comme ça que on avait su que, la grande là, le quartier, donc, qu'elle était partie des riches là, c'était parce qu'elle était déjà dans les choses vraiment puissantes. Elle était déjà au haut niveau, comme on dit. Donc, c'était ça pour elle. Maintenant, après, au fil des temps, je ne sais pas, tout ce que j'avais seulement appris, c'est qu'elle était décédée. Elle mangeait déjà ses excréments. Donc, les derniers temps avant son décès, elle était déjà méconnaissable. Elle mangeait ses excréments. Elle parlait déjà n'importe comment. On la gardait déjà dans une pièce comme ça. En tout cas, il n'y avait même plus les domestiques. Les domestiques se fatiguaient déjà pour nettoyer tout le temps sa chiotte. Donc, elle était restée comme ça, un temps abandonnée à elle-même et puis elle avait fini par crever. Donc, c'était ça pour la première histoire. Maintenant, la deuxième histoire, c'est l'histoire d'un monsieur et tout. Le monsieur là, c'est un étranger qui vit dans mon pays, donc dans la capitale. Maintenant, le monsieur là, il fait genre une sorte de tontine. Donc, la tontine, c'est genre comme les cartes. Donc, c'est les commerçants de tous les rangs, voilà, de tous les niveaux. Donc, même celle qui vend la tomate peut faire sa carte selon ce que tu gagnes et tout. Il y a des sommes qu'elle donne journalièrement ou quotidiennement ou hebdomadairement ou menstruellement. Maintenant, c'est comme ça que le papa là et tout, lui maintenant, comme il a comment le marché, jusqu'à présent, il fait toujours le même travail là. Donc, il a comment pris tout le marché de la capitale. C'est lui qui gère les commerçants, les PME, les magasins, les grands magasins. En tout cas, il a ces gens, quoi. Donc, qui signent les cartes, qui versent l'argent. Voilà, ça dépend. Maintenant, c'est comme ça que, quand il ramasse comme ça, et c'est quelqu'un, il n'est pas véhiculé. Il ne prend pas de taxi. Donc, il marche seulement. Lui, c'est seulement marcher. Quand il récolte ça tous les jours que Dieu fait. Donc, il récolte ça du matin, peut-être jusqu'à 18h, 19h. Après, c'est là où pour lui fini, il rentre chez lui. Un infatigable, c'est ça son travail. Donc, quand il marche comme ça, là, il ramasse. Donc, ça se multiplie. Ça devient des millions qu'il marche avec ça sur lui. C'est comme ça qu'un jour, comme il avait déjà gagné, il a tout le marché de la capitale. Un jour, il se retrouve maintenant chez des commerçantes qui sont dans un quartier genre malfamé, un quartier un peu, dit dangereux, et un quartier où il y a les braqueurs. Maintenant, c'est comme ça, il arrive, le jour-là, il avait récolté dans tout le marché. Allez, il avait maintenant ces millions-là dans ses poches, ou dans son sac, il a toujours un grand sac sur lui comme ça. C'est comme ça, maintenant, il sort de là avec son argent, il commence maintenant à marcher. Un temps, il voit seulement comme ça un groupe de jeunes petits bandits qui viennent directement l'entourer, donc des petits braqueurs, qui viennent directement encercler le monsieur en question. Oh, ne bouge plus, le boss. Donne tout ce que tu as. Oh, mais dépêche-toi. Oh, le papa là, l'os ou quoi? Mes enfants, ne faites pas ça à votre père. Tu es le père de qui? Mais toi, tu es fou, hein. Regarde, tu t'amuses, on te poignarde. Donne-nous tout ce que tu as. Le papa a disparu. Comme dans les dessins animés, comme dans les contes de fées. Vous, il n'est plus là, il a disparu comme ça, là, comme un revenant. Les enfants, là, les bandits en question, se sont pris la poudre d'escampette. C'est comme ça, là, que l'histoire du papa, là, s'est propagée de bouche à oreille. Jusqu'à présent, il fait le même travail. Donc, il est là, il tourne toujours, c'est pareil. Le même pantalon qu'il porte, là, il ne change jamais le pantalon, là. La chemise, il ne change jamais la chemise, là. C'est un papa, on ne sait même pas. En fait, on ne sait même pas d'où il sort, comment, sa vie, lui, c'est qui. C'est seulement comme ça là qu'il tourne, tous les jours que Dieu fait, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. C'est ça son travail. Donc, depuis maintenant qu'il marche là, que les gens maintenant avaient su maintenant la partie de son film là, que lui là, non, c'est un danger. Personne ne l'attaque. Donc, même les plus grands bandits le regardent comme ça là, quand il passe avec sa grosse sacoche là, bourrée de millions. Les gens le regardent seulement comme ça. Il marche, pas de taxi, rien, pas de véhicule, lui il marche seulement. Donc voilà, c'est un peu ça pour les deux petites histoires. Maintenant la moralité,
à chacun de faire son commentaire et de partager justement. Merci encore de m'avoir écouté. Merci à DMJ TV. Merci à vous de télécharger, voilà, de partager, de vous abonner, de liker, de commenter. Merci encore. À très bientôt pour une autre histoire. Bisous. Voilà. Donc, que chacun fasse son commentaire. On passe à la 8e histoire. 8e histoire. Les amis, il faut se méfier des amis. Bonsoir DMG. J'aimerais s'il te plaît que tu publies mon histoire. C'est une histoire que j'ai vécue et j'aimerais vraiment que tu la publies parce que je sais que ça peut édifier certaines personnes. Alors j'avais une amie d'enfance qui se prénommait Divine. Une amie parce que nos parents aussi étaient amis. Sa mère et ma mère étaient dans une même réunion. Nous étions amis depuis l'enfance, on a fréquenté les mêmes écoles. On a beaucoup partagé. Beaucoup, mais alors beaucoup partagé quand nous étions très jeunes. On a partagé beaucoup de choses. On a évolué ensemble, toutes les deux. Je rappelle que Divine était très belle. C'était une fille, vraiment une perle. Une perle. Quand on marchait, ce qu'on dit qu'il n'y a pas match, là, il n'y avait pas match. L'attention était portée sur elle de façon naturelle. Belle sans effort. Très belle fille. Nous avons continué à évoluer. 6e, 5e, en 4e, 3e. En 3e, je peux dire que c'est en 3e qu'on avait eu notre réel problème, sans parler des autres petits palabres inévitables entre copines. Mais en 3e, on avait eu un problème, une véritable altercation qui a fait qu'on se dispute et qu'on ne se parle plus pendant quelques semaines. C'était par rapport à un garçon, parce que j'avais du béguin pour un garçon. Ces choses d'adolescent, et je lui avais dit, je ne lui avais pas caché, mais elle a quand même flirté avec lui et tout, et voilà où on a eu un problème. Et c'est comme ça qu'elle commence à se rapprocher d'une fille, je vais dire sournoise dans la classe. Elle était assise au fond de la classe, c'était une fille très sournoise, elle parlait très peu, et moi cette fille, elle ne m'inspirait pas. C'est vrai que en même temps, j'étais pas amie avec tout le monde dans la classe, mais j'étais sympathique et Divine aussi. Mais cette fille particulièrement, il y avait quelque chose, même dans sa manière de regarder les gens. Même dans sa manière de regarder les gens, il y avait quelque chose de bizarre. Je vais dire quelque chose d'étrange, même si je peux dire ça comme ça. Du coup, l'alchimie entre elle et moi ne passait pas très bien. Divine a commencé à se rapprocher d'elle parce que pour les évaluations, comme on faisait composer par ordre alphabétique, Divine devait s'asseoir avec elle et tout, dont les deux ont commencé à sympathiser. Et l'alchimie est très bien passée, si bien que ce problème que moi j'avais considéré comme passager, parce qu'elle et moi on se querellait souvent, mais ça s'arrangeait, ce problème a duré un peu plus que je n'espérais, parce qu'elle s'était trouvée entre guillemets une autre cops, une autre copine, on s'appelait les cops. C'était trouver une autre copine et j'avais mis mon orgueil de côté. Je suis allée vers elle, je lui ai dit je suis désolée, c'est pas pour un garçon qu'on va se fâcher et tout, mais la réaction de Divine m'avait refroidi parce qu'elle m'avait rejetée. C'était une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Elle m'avait rejetée, elle m'a dit qu'elle n'a plus besoin de moi si je suis capable de me fâcher comme ça pour un garçon, c'est que je ne suis pas son amie. Elle m'a dit des choses que jamais auparavant elle ne m'avait dites. Jamais. J'ai trouvé ça étrange. Le problème a duré. Je suis même allée voir au niveau des parents. Je me rappelle, j'avais soumis le problème au niveau des deux familles, donc ma mère et la sienne. On lui a parlé, elle a dit non, elle est restée catégorique. J'étais désagréablement surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi froide. Quand on est avec quelqu'un avec qui on a déjà traversé autant de choses, avec une sœur, moi je l'appelais ma sœur, Divine était ma sœur, et quand on se fâche comme ça pour
On se fâcher même, c'est normal, mais que je vienne demander pardon, je reviens à de meilleurs sentiments, mais je suis toujours rejetée. C'est quelque chose qui m'avait dérangée. Et je m'étais rapprochée de X. Pour lui demander d'arranger la situation entre nous. Et elle ne l'avait pas fait. Déjà, cette fille, comme je l'ai dit plus tôt, c'était une fille très sournoise. Une fille vraiment très sournoise. Donc les deux ont commencé à marcher ensemble. Je me rappelle même que X allait souvent prêter des vêtements chez Divine pour aller dans ses dates et tout. La situation s'est un peu améliorée au fil des années, mais en terminale, moi j'ai été recalée et les deux ont réussi. Donc c'est là où même les petits messages que on s'envoyait avec Divine, après, il n'y avait plus rien quoi. Il n'y avait plus rien. Je vais dire que la Divine m'avait complètement sorti de sa vie pour ce garçon et tout. Le problème commence quand je suis assise chez moi un jour. Ma mère rentre, elle était à la réunion. Elle vient me poser des questions. Elle était inquiète, elle m'appelle, elle me fait asseoir, elle me demande est-ce que tu as parlé avec Divine récemment? Je lui dis non. Non, elle me dit qu'elle sort de la réunion avec sa mère et sa mère lui aurait dit que Divine essaie d'avorter parce qu'elle a fané. Elle ne mange plus, elle vomit, il y a même du sang dans son vomi. Elle soupçonne sa fille d'avoir fait un avortement. Donc ma mère m'a demandé si j'étais au courant de quelque chose comme ça. Je lui ai dit non, je ne pense pas. Je ne pense pas que Divine ait avorté. Et même si c'était le cas, elle ne me l'a pas dit. Je ne suis plus très copine avec elle. Si on veut demander ça à quelqu'un, qu'on aille demander à l'autre fille avec qui elle marche maintenant, elle s'appelle X. Parce que jusqu'à cet instant, les deux étaient toujours ensemble. Je savais que si quelqu'un devait savoir quelque chose, c'était X. Ma mère dit alors, ok, on va mener une petite enquête en attendant, on va l'amener à l'hôpital. C'est là où j'ai recommencé à me rapprocher de Divine. Et là, elle s'est montrée beaucoup plus réceptive. On a mené Divine dans beaucoup d'hôpitaux. On l'a menée à l'hôpital central, on a fait des examens. On n'a rien trouvé. Mais on remarquait qu'il y avait un amaigrissement. Elle perdait beaucoup de poids. Et on ne comprenait pas pourquoi. Un soir, nous étions ensemble, on parlait. Et Divine a craqué. Elle s'est mise à pleurer. Je lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Elle me dit, elle-même, elle ne sait pas ce qui ne va pas. Elle avait des copains. Elle avait des relations quand elle sortait. Elle avait des gros poissons. Des hommes friqués, des hommes bien véhiculés qui l'accostaient, qui lui donnaient de l'argent et qui s'occupaient bien d'elle. Il y avait même un qui finançait ses études. Moi, j'ignorais complètement ça. Il y avait un homme qui finançait même ses études. Elle me dit, du jour au lendemain, elle a commencé à tout perdre. Elle ne comprend pas pourquoi est-ce que tout le monde est en train de sortir de sa vie sans raison. Je lui dis, mais attends, mais quels sont les motifs qu'on t'avance? Elle me dit rien. Les gens partent pour une raison ou pour une autre. Elle ne comprend pas. Je lui ai dit, on va aller à l'église. Peut-être que tu as un esprit de rejet. Mets ça dans la prière et on va voir. Tu es une très belle femme, donc je ne comprends pas pourquoi les hommes fuient. Question comportement, tu fais même d'abord trop quoi qui va faire fuir un homme? Parce que c'est vrai que c'est la beauté qui attire l'homme, mais c'est le comportement qui le fait rester. Mais même jusque-là, tous partent comme ça, à une même période. Là, ça devient inquiétant, ça ne s'explique pas. Je lui dis, allons alors à l'église. Elle s'est montrée un peu réticente. Elle n'était pas très... Je ne vais pas dire, elle n'avait pas un côté très chrétien. Quand ça a commencé à cuire, que même celui qui finançait les études à Nyongo, c'est là où Divine a constaté que c'était un peu grave. On a commencé à aller voir un homme de Dieu, c'était à Manguier. C'est là-bas que nous étions partis voir un homme de Dieu. Bon, lui, il faisait aussi dans la voyance. Il lui avait dit que quelqu'un a retiré son étoile et tout ça. Pendant ce temps, pendant qu'elle traversait ces mauvais moments, X allait de gloire en gloire. C'est-à-dire qu'elle avait été logée à cette même période, quand Divine perdait tout. Elle avait été logée par
par un homme qui lui avait payé un appartement meublé. Elle avait eu un travail. Je crois que l'homme avait bousculé une relation. Elle avait un travail. X qui allait voir Divine pour prêter des vêtements, pour sortir, c'est maintenant Divine qui se retrouvait en train d'aller chez X pour prendre des vêtements, pour prêter des perruques, pour prêter de l'argent. C'est maintenant X, donc il y a eu un inversement de situation. C'est ce qui me met donc la puce à l'oreille, que c'est X qui a toujours été misérable. Je vais dire qu'elle dépendait même de Divine. Et maintenant, c'est ma copine qui doit aller commander chez elle. Cet inversement de situation, moi je n'ai pas compris. J'ai dit, mais X là, tu crois qu'elle, quand on dit même voler ton étoile, moi je crois que ça peut seulement être elle. Moi ça m'a mis la puce à l'oreille directement, parce que on est d'accord que c'est vraiment étrange. Elle me dit, non, je crois pas qu'elle ait pu faire ça. Je lui dis, mais réfléchis, elle a eu toute cette chance comment? C'est pas une fille que la nature a gâtée physiquement. C'est pas, je vais même dire qu'elle est laide. Je vais oser le dire, oui. X est une fille à la base très laide. C'est une fille très laide. Et c'est toujours toi qui as eu la chance. Là où Divine me dit, oui, même quand on marchait ensemble, c'était toujours moi qu'on accostait. Elle, on ne la regardait pas. C'est même comme si on ne la voyait pas. Donc du jour au lendemain, je suis comme ça. Je ne fais que maigrir. Et elle ne fait qu'avoir des chances. Je lui dis, mais bon. C'est là où Divine se souvient qu'elles ont fait un voyage une fois. Elle me dit que X lui avait suggéré d'aller à l'Est pour faire des lavages ensemble. Elle disait qu'elle avait avancé comme motif que, bon, comme Divine, elle a la chance d'avoir les gros poissons, ils vont aller faire un lavage. Elle connaît une mère là-bas à l'Est qui lave bien, que si elle te lave là, si tu avais un homme qui te donnait 100 000, il va commencer à te donner 500 000, il va commencer à te donner 1 million. Et moi, comme je n'ai même rien là, peut-être moi aussi je vais avoir même un gars qui va me donner même les 200 000 comme on te donne souvent et tout ça. Donc allons faire le lavage. J'ai demandé à Divine, tu es partie? Divine me dit oui, elles sont parties, elles ont fait le lavage chez la femme. Je lui ai dit, je crois que c'est à ce moment-là que tu as signé ton arrêt de mort et tout. Donc Divine a dit qu'elle ne va pas laisser ça comme ça, elle va chercher à voir un peu plus clair. Je crois qu'elle était allée avec sa mère chez un marabout. Le marabout lui aurait dit que oui, que Divine, que X l'avait amené chez une femme, mais c'était pas pour laver pour la chance, c'était pour que il y ait un transfert de chance. Donc c'était un plan. La femme devait prendre les chances de Divine et donner à X. C'est ce que X avait prévu et c'est ce qui a été fait. Donc il y a eu un transfert de chances au niveau des lavages. Je tiens vraiment à insister là. Les filles qui font les lavages, les bains pour je ne sais pas quoi moi, attirer je sais pas ce qu'elles veulent faire par là, la chance ou bien les gros poissons, les hommes qui donnent beaucoup d'argent, les benguistes et tout ça. Il faut faire très attention avec les personnes qui vous font ces bains-là. Il faut vraiment faire très très attention. Surtout quand ces personnes-là sont recommandées par des proches comme ça. Quelqu'un te recommande d'aller faire un bain pour attirer la chance, mais la vie de cette personne même, c'est une succession d'échecs. Il faut faire très attention avec les bains, les filles. Il y en a beaucoup là dehors qui font des bains pour la chance ou pour envoûter les hommes. Il y en a beaucoup. Donc il faut faire très attention. Ces choses-là ont toujours des retours. Même si ça marche, ça ne marche que pour un temps. Et c'est des choses qu'il faut renouveler. Et à la fin, toutes ces choses-là ne servent à rien. Parce qu'à la fin, on souffre toujours. La vraie chance, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne la chance. Et Dieu ne donne pas pour reprendre. C'est le diable qui donne pour reprendre. C'est les pièges dans lesquels nous, les filles, nous tombons souvent. Il faut faire très attention avec ces bains-là. Très, très attention même. Divine a commencé à faner. Moi, cette histoire, je suis en train de la raconter. Ça me fait énormément souffrir. X a senti qu'il y avait une menace parce que Divine cherchait des issues pour récupérer son étoile. Mais ce n'était pas possible. Aujourd'hui, X est mariée. Elle est mariée avec un blanc.
Elle vit chez elle et elle a fermé la porte au nez à Divine. Divine est décédée, je vais le dire, Divine est décédée, elle devenait folle. C'est une histoire qui me fait encore pleurer aujourd'hui, c'est une histoire qui me fait encore de la peine. Divine est décédée en 2019. Elle devenait folle. Et sa fin était très... C'était pas un truc facile à voir pour une jeune femme qui avait beaucoup de rêves, qui avait beaucoup à offrir. Elle avait des rêves, elle est décédée comme ça à cause d'une amie qui l'enviait, à cause d'une amie pour laquelle j'avais averti que non, celle-là, c'est pas le genre de fille. Même si tu veux me remplacer, c'est pas avec celle-ci que tu dois marcher. C'est pas une bonne fille. Elle s'est laissée aller par une mauvaise personne. Divine est décédée comme ça en 2019 sans avoir rien réalisé. Donc je tenais vraiment j'exhorte les filles, s'il vous plaît, faites attention. Faites attention, même quand vous êtes avec une personne et vous vous rendez compte que vous avez plus de chance. Déjà, ces histoires d'amitié, il faut être très sélectif. Il faut être très sélectif en amitié. Et éviter de faire les trucs de lavage où on vous amène vous faire laver pour je ne sais quoi. Évitez vraiment, évitez. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Je pense qu'elle a passé un message et c'est à nous de soit le prendre, soit de ne pas le prendre. Mais le message est passé. Merci de liker. Si tu es en train de visionner et tu n'as pas encore liké la vidéo, prends la peine. Tu peux fermer le chat parce que là, si tu visionnes en premier, tu vas avoir un live chat là. Tu peux le fermer, il y a une petite croix là, un X. Tu fermes ça. Et puis tu pars, tu vas avoir un pouce comme ça. Tu cliques dessus, tu likes la vidéo. Après, tu peux encore cliquer sur live chat. C'est là. Tu cliques encore dessus, tu peux revenir dans la conversation. C'est un truc de maximum 3 secondes. Tu as liké la vidéo, tu apportes un plus. Parfois on est 900, 800, 700, 600 connectés avec seulement 100 likes. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça alors que ça nous édifie tous ici là? Donc, on passe à la 9e histoire. Bon après-midi. J'ai découvert votre site sur YouTube aujourd'hui et j'ai été intéressée. J'ai suivi des histoires plutôt intéressantes et ça m'a rappelé une histoire que j'ai vécue il y a de cela longtemps, il y a de cela environ 15 ans. Ça n'enlève pas du fait que c'est une histoire vraie. On ne me l'a pas raconté, je l'ai vécu. Ma tante, qui ne vit plus aujourd'hui, avait une amie à l'université de Douala. Cette amie est devenue comme un membre de notre famille. À un moment donné, c'est quelqu'un qui venait du village, d'un village béti dans la zone de Yaoundé là-bas. Et elle était à Douala, donc au début, elle avait une chambre à l'université. Après, comme je disais, elle a eu des difficultés financières et elle est venue s'installer chez nous parce que ma tante, elle habitait chez mes parents. Donc, sa copine, à ce moment-là, est venue s'installer chez nous. Donc, elle est devenue comme une tante pour nous aussi. Donc, elle a fini avec ses études, elle a trouvé un travail, et puis elle est repartie. Ça, on a perdu sa trace. De toute façon, de temps à autre, on avait de ses nouvelles par téléphone. Donc, un jour, je suis à la maison avec mon petit frère. J'étais à la véranda et mon petit frère était au salon. Et j'ai entendu cette amie de ma tante appeler mon petit frère. Et laissez-moi vous dire que ce matin-là, on nous avait annoncé qu'elle était morte. Donc j'étais seule à la véranda et j'ai entendu sa voix appeler mon petit frère. J'ai eu la chair de poule. Je me suis dit peut-être c'était juste le fruit de mon imagination. Et mon petit frère qui sort aussi et il me demande, est-ce que tu as entendu? Il me dit, telle personne, est-ce que tu l'as entendu m'appeler? Je me suis levée, je lui dis, tu as aussi entendu? Il me dit, oui, elle m'a appelé. Je lui dis de répondre ça.
Je sais pas, chez nous, on nous dit toujours, ma maman avait l'habitude de nous dire quand quelqu'un t'appelle, ne réponds pas si tu n'as pas vu la personne. Donc j'ai demandé à mon petit frère de ne pas répondre. Je lui ai demandé, est-ce que tu as répondu? Il a dit non. J'ai dit bien, il ne faut pas répondre. Donc c'est juste pour vous dire, ces histoires-là sont des histoires réelles. Ça existe pour les personnes qui n'y croient pas. Le matin, on nous a dit qu'elle était morte. Et c'était même pas dans la nuit, c'était dans quelques heures plus tard, elle appelle mon petit frère. Quelqu'un qui était mort. Ceci est une histoire vraie. Comme je disais, c'est pas du on m'a dit. C'est quelque chose que j'ai vécu direct. Voilà. Donc, le conseil, moi, l'a dit ça une fois. Que si tu entends ton nom, quelqu'un t'appelle, tourne-toi, tu regardes la personne avant de répondre. Ne fais pas demander, t'appelles, tu l'as dit. Non. C'est dangereux, à ce qui paraît. Non, mais si c'est pareil chez vous, dites en commentaire. Dites-moi d'où vous regardez la vidéo. On va passer à la dernière histoire, la 10e histoire. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté, à tous ceux que j'exhorte à s'abonner. Je découvre cette chaîne, je vous suis depuis la Turquie, je suis camerounaise et je voulais tirer une sonnette d'alarme aux parents qui envoient leurs enfants fréquenter ou dans d'autres familles. Cela a été mon cas dans les années 2002, 2003, 2004. J'étais en classe terminale et il s'avérait que dans le village, parce que j'étais dans un arrondissement du Mbam, et là, une cousine éloignée à ma mère était venue. Elle avait épousé un sous-préfet. Et ils avaient 4 enfants, 3 filles et un garçon. Et nous tous, nous allions dans le même lycée. Bon, il s'avère que dans le lycée, il n'y avait pas de continuité. Donc, si vous finissez peut-être le probatoire, il faudra aller dans une autre ville ou un village proche pour continuer les études. Bon, c'était pas trop mon cas. Mais un matin, je suis allée en cours et puis papa est venu, mon père. Il me dit, il faut faire tes affaires et te rendre à la surveillance de la direction de l'école. J'y vais et on me remet un transfert. Je comprenais rien. Et quand je demande à papa, il me dit, rentre à la maison, maman va t'expliquer. Et quand j'y vais, maman qui me dit, voilà, tu vas aller sur Mbandjok avec ta tante. Je comprenais pas parce que je dois mentionner que lorsqu'il y avait des événements, des réceptions et autres, maman était très souvent appelée et on donnait un coup de main à sa cousine. Alors parfois sa cousine m'avait remarqué dans ma façon d'être, dans ma façon de travailler et elle avait dit un jour ceci: j'aurais bien voulu que on n'ait pas de lien de parenté, je l'aurais donné à mon frère consanguin. Bon, toute petite, j'étais dans mes 15, 16 ans. Moi, je n'ai pas trop compris qu'est-ce que ça voulait dire. Et puis, dans le village, elle avait l'habitude de faire des rencontres entre des personnes. Donc, elle connectait des jeunes filles avec des hommes. Bon, et au bonheur de la population, au bonheur des familles. Vous savez, au village, c'est pas facile. Et quand ta fille épouse quelqu'un, bon, et qu'il s'avère que c'est la femme d'un sous-préfet qui fait la connexion, ils en sortent heureux. Bon, là, j'ai pas trop fouillé. Et puis voilà qu'un beau matin, je devais me rendre chez elle. Et elle me fait comprendre que bon, demain matin, après toi, on y va. Quand je vais à la maison, je ne trouve même plus mes valises. Maman avait déjà envoyé une partie de mes affaires. Et le matin, très tôt, papa et maman m'ont réveillé. Ils m'ont remis de l'argent. Ils m'ont remis des médicaments parce que maman est infirmière. Et voilà.
je m'envole pour Mbandjok. Arrivé sur Mbandjok, on devait, en fait, le sous-préfet, lui, il avait été affecté à Kumbo. Et maintenant, ne pouvant amener ses enfants là-bas parce que c'est la zone anglophone du Cameroun, nous, on devait rester chez son frère consanguin qui était marié aussi à une anglophone. Donc, à la suite de ça, quand je suis arrivée, dès les premières journées, les premiers jours, son frère nous avait annoncé que il était interdit, donc il nous avait donné en quelque sorte, les 10 commandements. Il était donc interdit pour nous de sortir dans la nuit. Il nous a remis des seaux noirs de 10 litres où on devait se soulager dans la nuit et ne sortir que le matin. Donc, c'est lui qui fermait et qui ouvrait la porte. Donc, et comme vous savez, en tant qu'un enfant qui quitte la première fois le caveau familial, c'était pas facile. Tout ce qui devait être fait, c'était toujours moi. J'étais la première à me lever, la dernière à me coucher. S'il y avait à réprimander quelqu'un, c'était toujours moi. Donc, c'était vraiment difficile. Je vais pas entrer dans ces détails-là pour ne pas perdre le temps. Et ce qui fait que on me levait très tôt le matin pour payer le pain ou pour payer la farine, venir faire des beignets. On m'envoyait chercher de l'eau à des zones vraiment éloignées. Et quand je préparais, donc c'était vraiment pas facile. Tu te retrouves à la place des dernières, et puis tu ne peux rien faire. Tu es toujours celle sur qui on crie. Et un jour, après un certain moment, lorsqu'on dormait, j'ai eu à constater que mes cousines, en fait, les enfants de la cousine à maman, se sont levés avec des brûlures. J'étais presque la seule à ne rien avoir parce que moi, je priais. Bon, je ne dis pas qu'elle ne priait pas, mais leur papa avait fait venir un prêtre, je crois, exorciste, qui disait qu'il est né d'une mère syrienne. Et il se ramenait toutes les fois là-bas. Bon, moi, je ne l'appréciais vraiment pas. Ce qui fait que on devait toujours être là à causer des choses, moi, qui m'effrayaient. Alors, les filles brûlaient, elles avaient des brûlures sur tout le corps. Ces 3 filles, parce que ils avaient aussi une autre petite qui restait. Ces 3 filles brûlaient. Le garçon, il brûlait, ils avaient des brûlures. Le monsieur les avait remis 2 huiles de couleur rouge et jaune, de se frotter et de mettre dans leur bain et d'en boire. Bon, ce qui fait que moi, ne sachant pas ce qui se tramait, un beau matin, toute la famille, les parents sont venus nous voir et on a eu à faire un rituel qui, moi, me posait vraiment problème parce que vu déjà qu'on avait la présence de ce monsieur-là, c'était pas évident. Tout ce qu'on m'imposait, tout ce qu'il fallait que je fasse, c'était vraiment difficile pour un enfant de 15-16 ans. C'est alors qu'un jour, à l'approche des examens, parce que le monsieur donnait des réceptions quand le sous-préfet en question venait, et qu'il avait même eu une promotion quand il venait, il donnait souvent des réceptions, il nous présentait, et les soirs, on faisait des rituels du genre où on prenait des grandes cuvettes là, aluminium, on remplissait d'eau et on se tenait d'un côté les femmes, d'un côté les filles, et moi, je me retrouvais au milieu. Et on se mettait donc à prier à genoux. Il disait que c'était un bain pour la réussite des examens. Je vous assure, ça, moi, j'ai pris peur. Je ne voulais pas y participer, mais j'étais obligée. Et dans la prière, moi, je refusais de fermer les yeux. Il m'obligeait de fermer les yeux. On se tenait à genoux et on tenait des bougies. Alors, le prêtre exorciste en question me faisait des prières. Accepte Dieu, accepte, il faut fermer. Et moi, je priais intérieurement, Seigneur Jésus, sauve-moi, Seigneur Jésus, sauve-moi. Je ne suis pour rien, je ne suis qu'une pauvre innocente, je n'ai pas de mandat à me retrouver là. Et puis, à la fin du rituel, on devait mettre nos bougies dans les cuvettes qui étaient placées devant nous. Moi, ça, c'était pour une première fois que je l'ai fait. Et j'ai mis, en voulant mettre la mienne, le frère consanguin du préfet a tenu ma bougie et il a dit non, on peut verser la malchance. Et
ta bougie va nous servir pour éclairer. Et quand j'ai voulu la suivre, j'ai voulu aider à transporter les cuvettes, on m'a interdit. Ils se sont dit, ils se chargeaient les hommes, les femmes allaient prendre un bain. On nous a réunis, on est allé, la cousine de ma mère, on est allé dans les toilettes et elle a mélangé l'eau avec des huiles et je devais être la dernière à prendre mon bain. Donc, on a pris le bain pratiquement ensemble, mais à tour de rôle puisque la douche n'était pas grande. Et je vous assure, après avoir fait cela, j'étais comme si j'étais atteinte d'Alzheimer. J'avais tout oublié, plus rien ne me venait en tête. À l'école, j'apprenais, je suis passée partout, des essais d'empoisonnement, plein de choses. Et à la suite, je ne sais pas si ça n'avait pas marché ou si ça avait marché ou ça a eu un effet. Moi, je ne mettais pas ma tête, je n'étais que toujours dans mes petites prières à aller à l'église catholique. À la suite de ça, la cousine de maman m'a demandé de rentrer chez nous sans toutefois me donner de l'argent. Ils ont arrêté une date et son beau-frère m'a demandé de rentrer mercredi. Le mercredi, je suis venue le voir, lui dire j'ai pas d'argent. Il me dit non, je ne veux pas que tu sois chez moi, il faut partir. Ils m'ont mise dehors et par la grâce de Dieu, je me suis en sortie et je suis rentrée chez nous. Et là, j'ai pu dire, j'ai eu l'aide des personnes vraiment, que si ils écoutent cet audio ou cette vidéo, vraiment merci. C'était une Bayam Salam et Anna et puis un homme musulman aussi, un commerçant, qui ont payé mon transport jusqu'à ce que je puisse rentrer chez nous. Donc, quand je suis arrivée, maman n'a pas compris qu'est-ce qui se passait et elle a essayé de me renvoyer chez la dame. J'ai essayé d'expliquer à mes parents, ils étaient comme s'ils ne me écoutaient pas. On est retourné avec papa pour prendre le reste de mes affaires. Et quand on est rentré, la dame a attendu l'année qui suivait parce que j'avais échoué à mon bac. Elle a attendu l'année qui suivait pour me redemander. Elle est venue jusqu'à chez mes parents pour dire envoyez mon enfant, je pars maintenant sur Cambé. Venez, c'est ma fille, j'ai besoin d'elle. Moi, j'ai dit à maman, je n'irai pas. Je n'irai pas parce que si tu veux qu'on m'enterre, je n'irai pas. Après beaucoup de sortes de choses que j'ai vécues là-bas, je ne veux pas allonger le discours. Elle est repartie. Quand la rentrée scolaire est venue, elle a envoyé une de ses amies me redonner de l'argent. Et la dame a commencé à être malade. Elle était sur Yaoundé à l'hôpital général. La dame est venue me remettre 5 000 disant qu'il faut aller voir ta maman. Elle est dans un état critique, il faut à tout prix aller la voir. Je ne voulais vraiment pas. Ma mère était comme obsédée. Elle me dit, tu vas aller jusqu'à ça m'a fait tellement de problèmes. Je suis allée, j'ai pris une de mes grandes sœurs et on s'est rendu à l'hôpital général de Yaoundé. Et quand nous y sommes allés, il y avait là-bas un autre pasteur qui disait c'est aussi un de ses frères consanguins. Moi, je ne connaissais rien. Mais elle était tellement fâchée contre moi. Pourquoi tu es venue à cette heure-ci? Pourquoi tu es venue accompagner? Et elle voulait donc qu'on me ramène, on aille avec ses filles dans la maison, sa maison de Yaoundé. Moi, je n'ai pas accepté. Je me suis défilée, je suis rentrée. À la suite de ça, il y a eu des trucs comme quoi son mari, le préfet, a perdu sa sœur. Et quand on essayait de la soigner, on n'a pas pu parce que quand on coupait une chèvre, il n'y avait même pas de sang. Donc, dans cette pratique-là, c'est plutôt sa sœur qui est décédée. Et depuis ce temps-là, la dame n'avait plus souhaité me revoir. Et tout ce qu'elle avait pu dire, c'était dire à maman que moi, j'ai rien fait. Si ton enfant n'arrive pas à avoir le bac, parce que j'ai fait 3 fois le bac, si elle n'arrive pas à avoir le bac, ce n'est pas moi. Et je mets mes mains.
Mais moi, j'avais toujours décidé de ne plus me rendre chez elle, ni même plus l'aborder. Et les choses n'ont pas bien tourné. Donc, présentement, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais en suivant votre émission, je me suis rendu compte que j'ai dû participer à un rituel mystique et que moi, je ne connaissais pas ce que ça voulait dire. Bon, s'il y a des personnes qui peuvent connaître ce que c'est que ce rituel avec de l'eau, des bougies, pourra m'expliquer en commentaire. Donc, je vous tire un coup du chapeau et de dire surtout à ces parents-là de toujours croire en leurs enfants, de toujours être derrière leurs enfants. Je sais que c'est pas facile. Il y a des personnes dans des villages qui se disent que bon, qui comptent sur les enfants et qui se disent que bon, moi je vais envoyer mon enfant continuer les études quelque part, mais c'est pas toujours évident parce que cet enfant, s'il y en a, moi j'ai eu peut-être cette chance de vivre aujourd'hui et d'être la preuve vivante, de vous parler, je dis merci à Dieu, mais d'autres périssent, d'autres meurent, d'autres ont la vie qui voit leur vie basculer. Donc, c'est un peu ma participation et je tiens à vous tirer un grand coup de chapeau parce que directement, je me suis abonnée et je crois qu'en partageant, d'autres feront de même. Donc, bonne journée et prenez soin de vous, prenez soin de nous. À plus, ciao, ciao, ciao. Merci beaucoup pour l'histoire. Et c'est sur cette dernière histoire qu'on va se séparer. Je vous donne rendez-vous demain 12h pour 10 autres histoires mystiques venant de WhatsApp. Abonnez-vous, laissez des commentaires, partagez, likez et voilà, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à la page. Je sais qu'il y a d'autres qui ne s'abonnent pas, ils viennent se mal regarder, ils connaissent le programme, ils viennent de regarder pas. Abonnez-vous, ça change quoi. Ok, donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.